Chumlee. Qu'est-ce qui ne va pas? Patron, je vous ai vu parler d'un livre à un client il y a quelque temps. Oh oui, à 59 ans, Rick Harrison révèle la vérité. La condamnation à perpétuité de Chumlee n'est plus seulement une rumeur. Cette révélation choquante a fait des vagues dans le monde autrefois bien aimé de Pawn Stars, qui est maintenant embourbé dans des scandales et des batailles juridiques sans fin. Avec la famille déchirée et les problèmes financiers qui frappent durement, le prêteur sur gage d'or et d'argent est sur le point de s'effondrer. Ce qui a commencé comme une humble entreprise familiale à Las Vegas est devenu un phénomène culturel. Un empire télévisuel où l'histoire, les négociations et les moments comiques se mélangent harmonieusement. Mais des fissures se formaient depuis longtemps dans les coulisses. Et maintenant, l'empire bâti par Richard the Old Man, Harrison s'effondre plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer. L'ascension et la chute d'un empire. Richard Harrison, le patriarche de la famille, était un homme d'affaires avisé, doté d'une attitude pragmatique et d'une connaissance encyclopédique des antiquités. Son leadership a jeté les bases du succès du magasin et sa présence imposait le respect tant en magasin qu'à l'écran. Malheureusement, son décès en 2018 a laissé un vide tant dans l'entreprise que dans la famille. Son fils, Rick Harrison, avait été le moteur de la transformation du magasin en une émission télévisée à succès. Mais il devait maintenant naviguer seul dans les eaux dangereuses des affaires et de la politique familiale. Ce qui s'est passé ensuite a non seulement mis à l'épreuve sa capacité à maintenir le magasin à flot, mais a également ébranlé les fondations de sa famille. Pawn Stars, plus qu'un simple spectacle. Pawn Stars ne consistait pas seulement à mettre en gage de vieux artefacts ou des objets de collection rares, c'était un mélange d'histoire, d'humour et de dynamique imprévisible entre les acteurs. Les fans ont regardé les pétreries comiques de Chumlee, les débats houleux entre Rick et son fils Corey, et la présence bourrue mais attachante du vieil homme. Mais à mesure que la popularité de la série grandissait, les problèmes en coulisses augmentaient également. Les conflits financiers, les querelles internes et les problèmes juridiques ont commencé à éclipser le succès. La famille unie qui semblait autrefois incassable était désormais en guerre contre elle-même. La tourmente juridique. Rick Harrison s'est retrouvé dans un cauchemar juridique lorsque sa propre mère, Joanne Harrison, l'a poursuivi en justice au sujet de la propriété du prêteur sur gage. Dans un procès choquant, Joanne a affirmé que Rick l'avait trompée en lui faisant vendre ses actions alors qu'elle était dans un état vulnérable et se remettait du coma. Le procès accusait également Rick d'avoir dissimulé des dossiers financiers et de les avoir tenus dans l'ignorance des bénéfices de l'entreprise. En 2018, à la suite du décès de Richard Harrison, Joanne croyait avoir droit à une partie importante des actifs de l'entreprise et était déterminée à se battre pour l'obtenir. Mais Rick n'a pas cédé. La bataille juridique a pris une tournure encore pire lorsque Joanne a déposé une injonction empêchant Rick de vendre les biens familiaux. Confronté à des frais de justice croissants et à un conflit familial public, le prêteur sur gage d'or et d'argent était plus en difficulté que jamais. Les difficultés financières. Comme si le litige ne suffisait pas, la pandémie a porté un autre coup dévastateur à l'entreprise en 2020. L'entreprise, qui générait autrefois plus d'1 million de dollars par an, a eu du mal à rester à flot alors que le tourisme se tarissait et que les ventes des magasins chutaient. L'empire autrefois prospère avait désormais du mal à joindre les deux bouts et son avenir financier était incertain. Chumlee, du ridicule adorable au cauchemar juridique. Tandis que Rick se battait pour empêcher la disparition de l'entreprise, Chumlee s'enfonçait dans ses propres controverses. Ce qui a commencé comme une plaisanterie inoffensive dans la série s'est transformé en de véritables problèmes qui ruineraient sa réputation pour toujours. En 2012, Chumlee a été impliqué dans une bagarre de rue à Hollywood. Bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une légitime défense, l'incident a laissé une impression amère tant sur les fans que sur les producteurs. Mais ce n'était que le début. En 2016, les problèmes de Chumlee se sont considérablement aggravés lorsque la police a perquisitionné son domicile alors qu'elle enquêtait sur une allégation d'agression sexuelle. Ce qu'ils ont découvert était bien pire que ce à quoi on s'attendait, des armes à feu illégales, de la drogue et d'autres preuves incriminantes. Même s'il a réussi à parvenir à un accord, les dommages causés à son image ont été irréversibles. La disparition d'un héritage autrefois doré. Rick Harrison,
autrefois le cerveau derrière le succès de la série, est désormais confronté à son plus grand défi. Maintenir l'entreprise à flot tout en luttant contre la trahison familiale et l'examen minutieux du public. Alors que l'Empire sombre dans le chaos, une question demeure. Rick pourra-t-il sauver ce qui reste de l'héritage de son père? Ou est-ce que le début de la fin pour Pawn Stars? Restez à l'écoute, car la vérité choquante sur le sort de Chumlee et l'effondrement de cet empire autrefois emblématique ne fait que commencer. Ils ont trouvé de la drogue, notamment de la méthamphétamine, de la marijuana et une cache d'armes non enregistrée. Bien que l'accusation d'agression ait été abandonnée, Chumlee a dû plaider coupable des accusations d'armes à feu et de drogue pour éviter une lourde peine de prison. Corey Harrison, le fils de Rick, ne gardait pas vraiment les choses propres non plus. Il a eu beaucoup de nuits folles et de démêlés avec la justice. Au fil des années, Corey Harrison s'est bâti une réputation pour son comportement imprudent, faisant souvent la une des journaux pour de mauvaises raisons. L'un des incidents les plus tristement célèbres s'est produit lors d'une balade en moto à Jefferson City, où il a été surpris en train d'uriner en public, puis expulsé d'un bar. L'incident est devenu viral, avec des photos circulant sur les réseaux sociaux et ajoutant une autre tâche à son image publique. Mais ce n'était qu'un des nombreux problèmes dans lesquels Corey se trouvait confronté. Il s'est ensuite retrouvé mêlé à un litige juridique complexe concernant un véhicule récréatif qu'il avait loué. Selon le propriétaire, Corey a restitué le véhicule dans un état déplorable, les dégâts s'élevant à des dizaines de milliers de dollars. La bataille juridique qui s'ensuit n'a fait qu'alimenter la frénésie médiatique autour de lui. Ses représentants ont tenté de minimiser le problème et ont insisté sur le fait que l'assurance couvrirait les coûts. Mais le préjudice porté à sa réputation était déjà fait. Son comportement a soulevé des questions sur sa fiabilité et les fans ont commencé à se demander si ces pitreries hors écran auraient finalement un impact sur la série. Pendant ce temps, les experts fréquemment présentés sur Pawn Stars n'ont pas été exemptés de controverses. Johnny Jimenez Jr., connu pour sa connaissance approfondie des jouets vintage, a fait l'objet de graves allégations lorsqu'il a été impliqué dans un scandale de violence domestique. Même si les détails restent flous, ces allégations jettent une ombre considérable sur sa crédibilité. Ensuite, il y a eu John Resnikoff, un spécialiste des autographes qui a identifié par erreur une signature sur l'écriture d'un parrain, soulevant de nombreux doutes sur son expertise. Même si des erreurs étaient inévitables dans le secteur de l'authentification, cette erreur n'a fait qu'accroître les inquiétudes croissantes quant à la fiabilité des experts de l'émission. Le scandale le plus important et le plus dommageable s'est produit lorsque Drew Max, un expert en souvenirs sportifs, a été accusé de fraude après avoir authentifié plusieurs articles contrefaits. Son implication dans des transactions louches a conduit à des poursuites et à des enquêtes qui ont ébranlé les fondations de la série. Les fans, une fois à l'écoute des avis d'experts et des connaissances historiques, ont commencé à remettre en question la légitimité de l'ensemble de l'opération. Ce qui était autrefois une série de télé-réalités populaires sur les négociations des prêteurs sur gagés et les artefacts fascinants ressemblait désormais davantage à un drame scénarisé rempli de scandales. Alors que la controverse montait, Pawn Stars commença à perdre son attrait initial. Les premiers jours de transactions spontanées et de réactions authentiques se sont estompés et ont été remplacés par ce que beaucoup croyaient être des interactions hautement planifiées. Les fans, initialement attirés par la série pour son aspect éducatif, ont été désillusionnés. Au lieu d'en apprendre davantage sur l'histoire et les antiquités, ils regardaient désormais ce qui ressemblait à un feuilleton avec des conflits mis en scène et des rôles exagérés. Même la dynamique parmi les acteurs principaux a sensiblement changé. Rick Harrison, autrefois salué comme un négociateur avisé et compétent, a joué de plus en plus le rôle de gestionnaire du contrôle des dégâts. Au lieu de se concentrer sur la gestion du magasin et la conclusion de transactions rentables, il devait constamment faire face à la mauvaise presse entourant son entreprise et ses collègues. Corey et Chumlee, qui apportaient autrefois un soulagement comique et une énergie juvénile, sont devenus plus connus pour leurs controverses hors écran que pour leur contribution à l'écran. Chumlee lui-même a eu quelques problèmes juridiques, notamment une descente très médiatisée à son domicile qui a conduit à des accusations liées à la drogue et aux armes. Comme si les drames internes ne suffisaient pas, les projets commerciaux externes n'ont pas non plus répondu aux attentes.
Rick a tenté de capitaliser sur la popularité de l'émission en ouvrant Pawn Plaza, ce qui a entraîné des fermetures et des litiges. Certains locataires ont même accusé Rick de ne pas fournir suffisamment de soutien, ce qui a entraîné des pertes financières. Ce qui était censé être une expansion réussie s'est finalement transformé en un fardeau financier et juridique. Puis vint le scandale Olivia Black. Lorsqu'elle a rejoint le prêteur sur gage en 2012, elle est rapidement devenue l'une des préférées des fans en raison de son style avant-gardiste et de ses connaissances approfondies. Cependant, son temps dans l'émission a été écourté après que des photos nues d'elle ont fait surface en ligne. Les producteurs l'ont immédiatement retirée de la série, une décision qui a suscité l'indignation des fans. Beaucoup ont accusé les showrunners d'hypocrisie et de sexisme, soulignant que d'autres membres de la distribution ont été confrontés à des scandales, mais ont maintenu leur position. Olivia a riposté et a intenté une action en justice contre l'équipe de production. Mais l'affaire a finalement disparu de l'attention du public. Pourtant, la controverse a encore entaché la réputation de la série. L'un des incidents les plus tristement célèbres de l'histoire de Pawn Stars concernait le vol d'une collection de pièces de monnaie. En 2014, un homme a affirmé que sa nièce avait vendu sa précieuse collection au prêteur sur gage sans son consentement. Au moment où il a réalisé ce qui s'était passé et l'a signalé, les pièces avaient déjà été traitées et peut-être fondues. L'homme a insisté sur le fait que sa collection valait environ 50 $, alors que le magasin affirmait avoir estimé la valeur à une valeur nettement inférieure. Bien que les actes répréhensibles n'aient jamais été prouvés, l'incident a alimenté le scepticisme quant aux opérations et aux pratiques éthiques du magasin. Malgré toutes les polémiques et scandales, Pawn Stars est resté un incontournable du monde de la télé-réalité. Depuis 2025, l'émission continue d'attirer un public dévoué qui se nourrit du drame entourant les acteurs et des articles fascinants qui se retrouvent dans le magasin. Le dernier buzz parmi les fans est l'annonce d'une vaste tournée aux États-Unis en 2025 qui permettra aux téléspectateurs de tout le pays d'interagir avec les acteurs et d'assister à des critiques en direct. Reste à savoir si la série pourra retrouver son lustre d'antan. Mais une chose est sûre, Pawn Stars n'a jamais manqué de drame, tant à l'écran qu'en dehors. L'équipage des Pawn Stars se rendra dans les grandes villes, dont New York, Chicago, Los Angeles et Miami. Les fans auront l'occasion de rencontrer des acteurs célèbres, de voir des collections exclusives d'objets rares et historiques, et même de participer à des ventes aux enchères en direct. Des concours spéciaux pour les fans sont conçus pour faire partie du plaisir et offrir quelque chose d'interactif et de mémorable. Transformer l'ensemble de l'expérience en un événement itinérant est une nouvelle façon de faire vivre l'excitation du prêteur sur gage directement aux téléspectateurs à travers le pays. Pour ceux qui préfèrent regarder l'émission à la télévision, la grille de diffusion de la saison 2024 à 2025 s'annonce chargée. Les épisodes quotidiens offrent un mélange de nouveautés et du meilleur des saisons précédentes. Ces épisodes mettent en lumière des antiquités fascinantes, des artefacts uniques et les va-et-vient familiers qui donnent à la série son charme distinctif. L'équipe de production a travaillé pour garder le contenu varié et s'assurer qu'il y a toujours quelque chose de fascinant à l'écran. Pourtant, tout n'a pas été rose ces dernières années. La mort de Richard Oldman Harrison en 2018 a été une énorme perte tant pour la série que pour son public. Connu pour son esprit vif et son attitude directe, le vieil homme a laissé une impression durable. Récemment, en 2024, Adam, le fils de Rick Harrison, est décédé tragiquement d'une overdose accidentelle, marquant un autre chapitre difficile pour la famille. Alors que les choses atteignaient leur apogée, une vague de transactions surprenantes commença qui promettait tout sauf des jours ordinaires. Des découvertes d'1 million de dollars au quotidien. Certains jours chez le prêteur sur gage sont des jours fous où des trésors inattendus franchissent la porte. Imaginez ça. Une femme entre, tenant une broche, a première view. Rien de perceptible, juste un petit stylo en forme d'araignée. Il s'avère que ce n'est pas n'importe quelle broche. C'est Fabergé. Le nom à lui seul évoque le luxe et les liens royaux. L'homme derrière le comptoir y jette un coup d'œil et n'en croit pas ses yeux. Il est orné de platine, de diamonds, de rubis et de saphirs, le tout enroulé autour d'une base en onyx noir. La dame a estimé que cela valait quelques milliers de dollars,
Mais il était clair que cette chose avait une grande valeur. Après quelques allers-retours, l'offre s'élève à 15 $, bien plus que ce que le vendeur attendait. Elle essaye d'en obtenir plus, estimant que s'il y a 15 $, sur la table, 17 $, devrait être une bonne chose. Mais non, la transaction finale reste à 15 $ et elle repart avec une petite fortune pour ce qu'elle pensait être un remplissage de tiroir. Ensuite, une épée. Il ne s'agit pas d'une lame antique ordinaire, mais d'un katana du 16e siècle. Le propriétaire l'a obtenu d'un parent qui l'a capturé au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il espère en tirer 10 $. La lame est un peu usée et a besoin d'un peu d'attention, mais elle est pleine d'histoire. Un expert est amené à le vérifier et confirme qu'il a été fabriqué par un célèbre forgeron de l'époque. Il s'avère que le film a été réalisé à une époque chaotique, lorsque le Japon était déchiré par la guerre civile. L'offre finale s'élève à 6 $, ce qui est plus que ce que le vendeur avait initialement demandé. Ce n'est pas un mauvais salaire pour un héritage familial. Et puis, il y a le gars avec les dollars en argent. Il apporte avec lui une pile de pièces de monnaie héritées de sa tante. Ce sont des Morgan de mauvaise qualité, très usées mais étrangement précieuses. Collectionner des pièces est tellement étrange. Dans certains cas, plus la situation est mauvaise, plus la demande est élevée. Il demande 200-400, on les pense faire une bonne affaire. Mais encore une fois, l'honnêteté compte et on lui propose 4 $, à la place. Il essaie d'augmenter le montant à 5 $. Mais 4 $ est la limite supérieure et il est heureux de l'accepter. Un autre vendeur apporte une épinglette de presse des Chicago Cubs World Series de 1929. Non seulement c'est rare, mais c'est un morceau de l'histoire du baseball. À l'époque, les aiguilles d'impression étaient de la vraie affaire. Pas d'informations d'identification bon marché. Juste des badges métalliques solides qui signifiaient que vous aviez accès au jeu. Le vendeur espérait un 0 $, mais après quelques négociations honnêtes, il a fini par obtenir un 200 $. C'est l'un de ces moments où il vaut la peine d'être ouvert sur la valeur. On y raconte également l'histoire de certaines médailles de l'époque napoléonienne récupérées par hasard lors d'une vente aux enchères. Le vendeur a enchéri par erreur et a fini par payer un 0 $. Il s'agissait en réalité de véritables médailles de Saint-André datant du début du 19e siècle, commémorant des événements tels que la prise de la Bastille. Après une rapide évaluation, ils sont évalués à 2 $, doublant ainsi la mise du vendeur en un instant. Et qui pourrait oublier de s'arrêter dans un magasin d'antiquités dans l'Utah? Lors d'un road trip, le commerçant tombe sur un casque de samouraï au prix de 300 $. Connaissant la vraie valeur, il ne peut rester silencieux et fait savoir au propriétaire que l'objet pourrait rapporter jusqu'à 200-500 $. Après quelques négociations, ils se sont mis d'accord sur un 650 $, donnant aux deux parties le sentiment d'avoir marqué des points. Finalement, un homme arrive avec de vieilles gravures de bande dessinée Playboy des années 1000, 950 qu'il a trouvées entre les pages d'un magazine dans un marché aux puces. Il estime qu'ils valent 100 $ chacun. Mais le magasin le sait mieux. Il ne s'agit pas de n'importe quelle bande dessinée, mais d'œuvres d'art originales de l'époque où Playboy n'était encore qu'un nom. Au lieu de 200 $, on lui offre 500 $ chacun. Après un total de un 0 $, il repart avec un sourire, sachant qu'il a obtenu une bonne affaire sur ce qui était essentiellement une trouvaille gratuite. Dans l'ensemble, c'est juste un autre jour où les trésors oubliés se transforment en grosses sommes d'argent et où l'honnêteté mène à des profits surprenants. Des broches aux lames. Chaque offre a sa propre singularité et donne vie au magasin. Et puis il y a le gars avec les pièces vintage qui a fait une découverte surprenante. Il arrive avec un ensemble de dollars américains en argent de la fin du 19e siècle. Ces pièces, fortement usées par des décennies de circulation, n'était pas dans le meilleur état. L'homme pensait qu'il valait quelques centaines de dollars, mais lorsque l'expert a regardé de plus près, les choses sont devenues intéressantes. Les pièces de moindre qualité comme celle-ci, connues sous le nom de lowballs, étaient très recherchées par les collectionneurs. Malgré leur aspect usé, elles avaient une valeur importante, car de telles pièces de mauvaise qualité sont rarement trouvées dans un état naturellement usé. Après quelques échanges, le magasin lui a proposé 4 $ pour la propriété. Il espérait 200-400 $. Cette offre fut donc une agréable surprise et il fut plus qu'heureux. Soutenu par des offres incroyables,
Le magasin a toujours accueilli des reliques avec des histoires qui garantissaient que chaque jour restait imprévisible. Reliques de la guerre civile et souvenirs du rock and roll. Dans un autre cas, un homme apporte un fusil du 19e siècle avec une histoire fascinante. Le fusil a été transmis de génération en génération et aurait été utilisé pendant la guerre civile américaine. Même si le fusil présentait des signes d'usure et avait besoin d'être restauré, sa valeur historique était indéniable. Le vendeur cherchait initialement $3. Après avoir fait appel à un expert pour vérifier l'authenticité et l'historique du fusil, le magasin a fait une offre de 400 $, que le vendeur a accepté avec plaisir. L'histoire unique et la signification historique du fusil en ont fait un ajout précieux à la collection du magasin. Une autre offre mémorable comprenait un ensemble rare de souvenirs des Beatles. Le vendeur avait une photo signée et un ticket de billet pour l'un de leurs premiers concerts. Les articles étaient en excellent état et le vendeur espérait 50 $. Après avoir vérifié l'authenticité des signatures, le magasin a offert 80 $, citant la forte demande de souvenirs des Beatles parmi les collectionneurs. Le vendeur était ravi car il attendait bien moins en entrant que ce qu'il avait reçu en sortant. Un autre objet original trouvé dans le magasin était un vieux jukebox des années 1950. Le vendeur a affirmé qu'il fonctionnait toujours, même s'il nécessitait un peu d'entretien. Le jukebox coloré avec son design rétro et ses airs classiques a attiré l'attention du propriétaire du magasin. Après avoir testé et confirmé qu'il jouait des disques sans problème, une offre de 30 $ a été faite. Le vendeur a accepté et était heureux que le jukebox aille à quelqu'un qui en apprécie le charme. Un autre jour, un homme est venu avec une collection de vieilles bandes dessinées. Il collectionnait depuis l'enfance et avait constitué une sélection impressionnante d'éditions originales. La collection comprenait des numéros très recherchés, notamment une première édition d'une bande dessinée de super-héros populaires des années 1960. Le vendeur espérait 10 $. Après avoir examiné la collection et consulté un expert en bande dessinée, le magasin a proposé 15 $. Le vendeur était étonné mais aussi content car il ne s'attendait pas à une offre aussi élevée. Un autre objet fascinant était une horloge grand-père du 19e siècle. La Grande Horloge, avec ses sculptures complexes et sa finition en bois magnifiquement poli, appartenait à la famille du vendeur depuis des générations. Il souhaitait s'en séparer pour des raisons financières et espérait obtenir 4 $. Après une inspection approfondie par un expert horloger, il a été découvert que la montre avait été fabriquée par un horloger renommé de l'époque. Le magasin a proposé 6 $ et le vendeur a accepté, satisfait du juste prix. Une pièce vraiment inhabituelle était une machine à écrire vintage qui aurait été utilisée par un auteur célèbre. Le vendeur disposait de documents prouvant son authenticité, dont une lettre signée de l'auteur mentionnant la machine à écrire. Intrigué par l'histoire et l'excellent état de la machine à écrire, le commerçant a proposé 7 $, ce que le vendeur a accepté avec plaisir. La machine à écrire était une trouvaille unique qui attirerait sans aucun doute l'attention des collectionneurs. Un autre objet fascinant était une collection de cartes de baseball vintage des années 1950 et 1960. Le vendeur avait hérité de la collection de son grand-père et espérait toucher 5 $. Après avoir soigneusement examiné les cartes et identifié plusieurs exemplaires rares, le magasin a fait une offre de 9 $. Le vendeur était ravi car il s'attendait à une offre nettement inférieure. Lors d'une autre transaction, une femme a apporté une peinture à l'huile du 19e siècle qu'elle avait découverte dans son grenier. Le tableau était signé par un artiste connu et après quelques recherches, elle a appris qu'il pouvait valoir une somme importante. Elle espérait 8 $. Après avoir consulté un expert en art qui a confirmé l'authenticité du tableau, le magasin a proposé 10 $, ce que le vendeur a accepté. Elle est partie ravie, sachant qu'elle avait obtenu beaucoup. Une dernière transaction notable concernait une moto vintage du début du 20e siècle. Le vendeur avait lui-même restauré le vélo et souhaitait le vendre pour 15 $. Le propriétaire du magasin a été impressionné par le travail de restauration et la rareté de la moto et a fait appel à un expert en moto pour en évaluer la valeur. L'expert a confirmé qu'il s'agissait d'un modèle rare en excellent état et que le magasin offrait 20 $. Le vendeur, qui ne s'attendait pas à une offre aussi élevée, a été ravi et a immédiatement accepté.
Le propriétaire du magasin était-il trop généreux avec ses offres ou faisait-il une bonne affaire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire et de vous abonner pour en savoir plus.